Depuis 1860, Simon accompagne celles et ceux qui osent défier les sommets en proposant des équipements innovants conçus à Chamonix. Aujourd'hui, Simon est fier de soutenir le podcast L'alpinisme au féminin qui relie les pionnières de l'alpinisme à celles qui façonnent notre époque. Learn from altitude. Saison 2. Une histoire de l'alpinisme au féminin. Des cordées symboliques, proposées par Mountain Path et la marque Simon. Les femmes ont toujours bravé les montagnes, façonnant l'histoire de l'alpinisme avec courage et audace. Pourtant, leurs exploits sont souvent restés dans l'ombre. Pourquoi vouloir aller toujours plus haut ? C'est la question que l'on se pose aujourd'hui. Pour y répondre, nous avons choisi d'encorder Nives Miroy et Sophie Lavaux. Nives et Sophie ont réalisé, chacune à leur manière, l'incroyable défi de l'ascension des 14 sommets de 8000 mètres réussis par très peu d'humains. En les encordant, nous allons découvrir qu'il existe plusieurs manières d'atteindre un sommet de haute altitude. Ensemble, dans la montagne. Voilà l'impression qui émerge des photos du couple d'alpinistes italiens Nives Miroy et Romano Bene. Avec lui. C'est ainsi que l'italienne Nives Miroy a été un temps dans la course. Être la première femme à atteindre le sommet des 14 8000. Nives est italienne et est née en 1961. Son mari Romano aussi est italien. Ils se sont rencontrés à la fin des années 1970, alors qu'elle avait 19 ans. Ils ont vécu dans les Alpes juliennes, près de la frontière slovène. Ensemble, ils aiment aller à la rencontre du ciel, du vent, des rochers, de la neige. Ensemble, ils deviennent la montagne. Ensemble, ils touchent la beauté. Con il desiderio di andare a toccare, a sfiorare la bellezza di quella linea perfetta che nessuno aveva mai salito. Le couple est connu pour avoir gravi des sommets de plus de 8000 mètres en cordée de 2 avec peu ou pas de soutien au niveau du camp de base. Ils ont toujours grimpé sans oxygène supplémentaire et la plupart du temps sans camp fixe, en montant leur propre tente. Ils font les marches d'approche à pied et redescendent leurs déchets. Une question d'éthique. Un alpinisme sans compromis. Une question d'amour aussi. Notre amour est la force qui me recharge par simple contact, qui me pousse encore quand je n'ai plus de souffle, parce que je sais qu'il est avec moi. Notre amour est mon combustible, une énergie douce. Si je parviens à achever le tour des 14 8000, ce sera grâce à cet amour. Avec la certitude que sans lui, la volonté me manquerait plus que la force. C'est ce que dit Nives au sujet de son amour. 2007. En 2007, en arrivant au sommet de l'Everest, elle est la première femme à avoir vaincu 10 des plus hauts sommets du monde. Et elle se retrouve malgré elle dans la compétition médiatique pour être la première alpiniste à conquérir les 14 plus hautes montagnes de la planète. En 2009, elles sont 4 à pouvoir imprimer leur nom dans l'histoire. La coréenne, Oh Eun-soon, l'espagnole Edurne Passaban, l'autrichienne Gerline Kaltenbrunner et l'italienne Nives Miroy. En mai 2009, le couple se dirige vers le camp 3 du Kanchenjunga à 8586 mètres. Ce 17 mai, le vent est tombé et le couple Nives-Romano commence l'ascension. Mais Romano ne se sent pas bien. Il est lent, s'arrête souvent. Il ne le sait pas encore, mais il est gravement malade. Il encourage Nives à continuer. Elle est si près du but. Nives ne veut rien savoir. Le sommet est à sa portée, mais il n'est pas question pour elle de parvenir au sommet sans son partenaire. Elle fait le choix de redescendre et laisse passer l'occasion d'être la première femme à parvenir à la cime de tous les 8000 mètres. Après des années de maladie puis de convalescence toujours ensemble, elle reprend son parcours d'alpiniste avec discrétion et un grand respect pour la montagne. En 2014, ils retournent sur le Kanchenjunga et en atteignent le sommet. En 2017, le Makalu est vaincu. En mai 2017, la même année donc, ils atteignent le sommet de l'Annapurna. Nives devient la deuxième femme à avoir grimpé les 14 montagnes de plus de 8000 mètres de la planète, sans ox, sans porteur, sans camp d'altitude et sans corde fixe. Mais avec Romano. Puisque c'est aussi la première cordée à avoir gravi ensemble les 14 de 8000. Une histoire de cheminement, d'aventure, de renoncement et d'amour. Elle dit aussi « Quand j'arrive au sommet d'une montagne, mon regard n'est jamais celui de la conquête. C'est un regard qui embrasse. Je ne le vois pas comme un défi à la nature, mais comme une recherche d'harmonie en moi-même, au sein de l'environnement. C'est une forme d'appartenance. Là-haut, je suis Nive la pierre, Nive la neige. Pour moi,
C'est le point de connexion avec tout ce qui est féminin dans la nature. Sophie Lavaux a la patience, le talent d'organisation, le pragmatisme, la tête froide nécessaires à la construction d'une expédition dont on revient victorieux. Sophie, par ses divers talents et son aptitude au kéros, cette opportunité à l'action, a elle aussi bouclé les 14 8000. Elle est le premier Français, tous sexes confondus, à avoir réussi cet exploit. Et pourtant, elle doute souvent, Sophie. Son moteur est le désir d'absolu, cette sensation de rentrer dans l'histoire d'une montagne. Elle construit ses ascensions avec les Sherpas qui portent, installent des cordes fixes et des camps, cuisinent et accompagnent. Nives et Sophie, deux styles différents, deux femmes hors du commun. Learn from altitude. Bonjour Sophie, nous avons décidé de t'encorder aujourd'hui avec Nives Meroy. Nives est une alpiniste italienne qui, comme toi, a gravi les 14 8000 en Himalaya. Et son parcours inspirant mérite le détour puisqu'elle a quand même fait de manière assez exceptionnelle et toujours encordée avec son mari, Romano Benet. Comme toi, ils ont éprouvé l'expérience particulière de la haute altitude et on se questionne sur ce qui pousse les uns et les autres à vouloir aller toujours plus haut, à réaliser ces fameux 14 8000. Déjà, as-tu rencontré Nives? Est-ce que tu la connais? Et que penses-tu de son parcours de femme et d'alpiniste? Bonjour Stéphanie, ravie d'être là. Alors oui, je connais Nives. On s'est croisés sur des camps de base, notamment après leur longue interruption. En fait, Nives et Romano, arrêtés pendant 4 ans, mais on reviendra peut-être sur leur histoire. Et ils sont revenus, il leur manquait le Manaslu et l'Annapurna. Et donc en 2016, ils étaient sur le camp de base en même temps que nous sur le Makalu. Et j'étais très impressionnée de la rencontrer. Je suis allée les voir, on a passé du temps ensemble et on a partagé du temps effectivement sur le camp de base. Ouais. Et toi Sophie, qu'est-ce qui t'a poussée à faire de l'alpinisme finalement? Qu'est-ce qui m'a poussée à faire de l'alpinisme? Ça, c'est une longue histoire quand même. Mais c'est les rencontres. Finalement, j'ai envie de résumer ça par les rencontres, parce qu'il n'y a pas d'alpiniste dans la famille. Donc, j'ai pas pratiqué l'alpinisme depuis que je suis toute jeune, même si on avait un appartement dans la vallée de Chamonix où on a fait du ski, en revanche très tôt. Mais les amis m'ont emmenée en montagne et c'est vrai que l'ascension que j'ai faite du Mont Blanc en 2004 a finalement été un facteur déclenchant. Et c'est vrai que j'ai tout de suite été finalement assez vite attirée par l'envie d'aller toujours un peu plus haut. Voilà. Et en fait, ça fait un bon moteur finalement, tout simplement de progression. Et qui nécessite quand même une progression en parallèle technique parce que il faut quand même se préparer à aller de plus en plus haut et donc j'ai organisé ma vie, mes vacances, mon temps libre pour gravir ces sommets toujours un petit peu plus haut jusqu'à la barre fatidique des 8000 en fait. Et cette barre, c'est vrai que tant qu'on l'a pas franchie, elle fait peur. Elle impressionne et clairement, je pensais pas en être capable. Mais surtout, il faut du temps. Pour gravir un 8000, il faut 2 mois. Il faut pas oublier que gravir un Mont Blanc, il faut 2 jours. Donc, on n'est pas du tout dans la même temporalité. Et c'est ce qui ramène à l'Himalaya. Et finalement, ce qui est vraiment très différenciant, c'est cet éloge du temps long. En Himalaya, il faut du temps et il faut pas être pressé. Et donc, c'est finalement qu'en 2012 où j'ai eu l'opportunité de partir sur ma première expédition à 8000 mètres. Et là, je disais, je vais juste aller flirter sur le 8000, voir ce que ça fait, sans penser en être capable. Et en fait, dans la même saison du printemps 2012, j'ai réussi non seulement le sommet central du Shishapangma, mais on a enchaîné avec le Choyu dans la même saison. Donc quand je suis rentrée, finalement, la barre des 8000 était franchie. Donc j'ai dit, bon, c'est bon, j'ai réalisé mon rêve, j'ai allé ce que... Et puis assez vite, je me suis dit qu'il manquait encore une marche. Une marche presque ultime.
qui est le toit du monde, qui est l'Everest. Et c'est pour ça qu'en 2014, je décide de partir pour achever finalement cette quête d'altitude. Et je réussis l'Everest en 2014. Et puis c'est, je pense, en fait, en redescendant de l'Everest, où je me suis dit, mais finalement, je crois que j'ai pas envie d'arrêter, parce que j'aime ça, les expés. Et c'est là où je me suis mis en tête petit à petit ce rêve un peu dingue de tenter les 14. Oui, très peu de gens ont réussi finalement ce challenge des 14 8000. Finalement, qu'est-ce que ça t'apporte? Qu'est-ce que tu vas chercher là-haut et qu'est-ce que tu en retiens? Quels sont, par exemple, les plus beaux sommets que tu as gravis? Moi, je suis rentrée finalement dans une quête personnelle, et pas pour aller cocher un record, vraiment pour aller, pour voir si j'étais capable d'aller au bout. Et finalement, ça demande énormément de temps, d'investissement, d'argent, de beaucoup de choses. Les gens qui me disent « Ah, mais t'as de la chance, tu vis de ta passion », je dis « Non, c'est pas de la chance, c'est vraiment pas de la chance. » Et c'est beaucoup de travail, mais ça apporte beaucoup de satisfaction, finalement. Chaque ascension est unique, donc l'aventure que procure ces ascensions, cette immersion pendant des semaines et des semaines. Et c'est ça la particularité vraiment d'un 8000. Ça nécessite du temps et cette immersion avec d'abord le trekking, donc la marche d'approche où on traverse des villages, on va à la rencontre des populations locales, après on attaque les glaciers, après c'est souvent déjà rien qu'à aller au pied de la montagne, c'est déjà un voyage. Et à partir de là, une fois qu'on est au camp de base, là, il y a toute cette décision, cette stratégie d'ascension, l'équipe, les gens qui m'entourent, les gens avec qui je travaille. Voilà, et c'est vraiment cette complémentarité des compétences de chaque membre de l'équipe qui va faire qu'on va aller là-haut. Et parce que moi, je le répète haut et fort, seul en Himalaya, je vais aller nulle part. Donc, et ça, je pense qu'il faut jamais l'oublier. Donc, c'est cet esprit d'équipe aussi qui me porte et qui me pousse. Et puis, finalement, tout simplement, la beauté de ces immenses montagnes. Quelle émotion ressens-tu lorsque tu es au sommet? Est-ce qu'il y a un moment particulier que tu voudrais nous raconter sur ces 14 8000? Est-ce qu'il y a eu un moment très fort? Il y en a eu plein. Il y a eu plein de moments forts. C'est 22 expéditions au total. Donc évidemment, 22, ça veut dire qu'on n'est pas atteint le sommet à chaque fois. Les 14 sont gravés dans ma mémoire. C'est pas facile d'aller finalement décrire ce qu'on ressent. C'est effectivement une émotion particulière. Elle n'est pas altérée, mais elle est déformée, clairement, je pense, par l'hypoxie. L'hypoxie, c'est un facteur majeur de la très très haute altitude, hein, donc tout le fonctionnement du corps, le fonctionnement de l'esprit est complètement altéré. Donc il y a une forme de, peut-être, oui, quand même d'euphorie qui peut être liée à l'hypoxie. Évidemment, l'émotion va être en corrélation avec les conditions qu'on a là-haut, parce que les conditions météo sont évidemment majeures, et avec un temps clément, on va pouvoir quand même profiter de ce qu'on voit. Donc tous ces sommets qui sont en dessous, finalement, on est toujours sur le point culminant, et à plus forte raison à l'Everest, d'avoir toute cette vue qui est en dessous de nous. Hein, on a presque des vues d'avion finalement, et quand même, il y a quand même cette préoccupation de la descente, parce que le sommet, ça reste comme partout, ça reste que la moitié du chemin. Mais l'émotion qui reste fait qu'évidemment on a envie d'y retourner, quoi. L'émotion est forte. S'il y en avait eu un 15e, est-ce que tu l'aurais gravi aussi?
Est-ce que tu as eu des moments où tu as peur, ou tu as pensé à renoncer au projet ? La peur, elle est là sur des instants. C'est pas, moi, j'ai jamais sorti de ma tente la trouille au ventre, parce que ça, je pense que ça marche pas. C'est un facteur bloquant et on va faire demi-tour. Donc j'ai toujours confiance, même si on a dû partir des fois sur des summit push, dans des tempêtes ou des choses comme ça. Mais la peur est là sur une section technique, sur un saut de crevasse ou des. Moi, j'ai peur des avalanches, j'ai peur du brouillard et j'ai peur des crevasses, ça c'est clair. Et tu n'as jamais douté ? Bien sûr que j'ai douté tout le temps. Tout le temps, je doute. Tout le temps, il y a tellement d'obstacles possibles. Alors, je vais pas vraiment douter de mes capacités parce que l'expérience m'a montré que j'étais capable. Mais le doute, il s'insère dans tout l'environnement. Voilà, il y a l'avalanche de 2016 qui a balayé notre camp 3 à 7300 mètres d'altitude fait qu'on était dans l'impossibilité de continuer. C'est un facteur bloquant. Il y a aussi évidemment le tremblement de terre de 2015. Il y a eu des expéditions comme au Kanchenjunga où j'ai pris la décision de faire demi-tour, notamment la deuxième tentative à 130 mètres sous le sommet. Voilà, c'est des décisions qui sont intéressantes. C'est le renoncement. Et je pense que à 8000 mètres, renoncer, ça sauve la vie. Alors, dans l'histoire de Nives, il y a aussi un énorme renoncement, puisqu'elle était en passe de devenir peut-être la première femme à réaliser ce challenge des 14-8000. Et c'est la maladie de Romano, donc, qui les a stoppés pendant plusieurs années. Et pourtant, ils sont repartis. Et pourtant, ils ont terminé. C'est vraiment un Graal, quelque chose qu'on veut attraper. Est-ce que ça nous dépasse, cette quête des 14-8000 ? Quelque part, oui, et finalement, non, parce qu'elle renonce. Elle attend. Elle attend, mais elle y retourne après. Oui, mais ils y retournent ensemble. Oui. C'est ça, la beauté de cette histoire. Oui. Et vraiment, que j'admire beaucoup, parce que bien au-delà du record, et clairement, elle avait l'avance suffisante pour être la première. Ça, c'est évident. Mais... voilà leur quête commune, parce que finalement on parle d'elle, mais lui il a réalisé les 14 pareils, hein. Et le Sherpa qui était avec eux, qui a fait pratiquement la totalité, donc sans oxygène aussi. J'ai une forme d'admiration pour ce renoncement. C'est au Kanchenjunga qui tombe malade, hein. Et puis il s'arrête pendant 4 ans, et c'est vrai qu'elle aurait pu continuer sans lui. J'imagine, pour moi, pour avoir partagé 12 expéditions avec Dawa Sangye Sherpa, pour en avoir réussi 7, ça veut dire qu'on a fait la moitié. Donc il est arrivé, on va dire, à la moitié du projet. C'est vrai que les dernières expéditions, j'aurais pas pu concevoir d'y aller sans lui. Alors, il y a eu une limite, des fois, avec les autorités, hein. J'ai été, entre guillemets, contrainte de retourner au Shishapangma toute seule, sans lui, parce que les autorités chinoises lui ont pas donné de permis. Et ils lui ont pas donné son visa. Donc là, ça va au-delà et aller négocier avec les Chinois, ça va être compliqué. Donc j'ai effectivement, mais c'est la seule expédition. Alors, moi, j'ai une question sur la sous-représentation des femmes là-haut, dans les expéditions en haute altitude. J'aurais voulu avoir ton avis. Est-ce qu'il y a des obstacles spécifiques ? Il y a des obstacles communs à tout le monde, hein, pour aller faire ces expés. Tu en as parlé. Il faut du temps, il faut de l'argent, il faut une bonne préparation, etc. Mais est-ce qu'il y a des choses qui touchent plus les femmes que les hommes et qui les empêchent plus ? Alors moi, sur ces 12 années... ça a beaucoup changé, ça a beaucoup évolué. C'est vrai que au début, sur les grandes majorités des expéditions, j'étais la seule femme. Et je dis souvent d'ailleurs en conférence devant des dirigeants, c'est souvent c'est un petit peu comme la hiérarchie dans les entreprises. Plus on monte en altitude et moins il y a de femmes. Donc on est loin de la parité, ça c'est clair. En revanche, depuis
plusieurs années, il y a de plus en plus de femmes. Et avec les années, je me suis rendu compte que de partager mon expérience en tant que femme, tout simplement, va rendre service. Quand j'arrive à Islamabad, à la descente du K2, pour la conférence de presse organisée par le club alpin pakistanais, il y a des jeunes femmes qui sont là, qui sont en école de journalisme, et elles viennent tout autour de moi en me disant « Mais comment c'est possible? Comment tu fais? Comment? Parce que t'es une femme, explique-nous. » Et voilà, donc le fait de partager, je pense que c'est important. Les femmes, d'une manière générale, je pense, se mettent davantage de barrières. Faut partir de moi. Donc 2 mois, ça veut dire, dans la grande majorité des cas, ça veut dire laisser les enfants, laisser tout. Et j'ai vu des jeunes mamans vraiment avec cette dualité en permanence de vouloir être là pour grimper et d'être torturées à l'idée de laisser leurs enfants à la maison. Mais si je prends l'exemple de ma dernière expédition, donc au Nanga Parbat en 2023, il y avait plus de femmes que d'hommes sur le camp de base. D'accord, donc c'est une vraie révolution. Donc petit à petit, on y arrive. Et du coup, est-ce que les hommes aussi vivent mal l'éloignement de leur famille avec leurs enfants, par exemple? C'est toujours une rupture quand même avec le cercle familial. Donc, mais c'est ressenti totalement différemment. Par contre, dès que le sommet est atteint, c'est la plupart du temps, c'est le sac est bouclé dans la foulée. Si l'hélicoptère est là, c'est encore mieux. Et puis tout le monde rentre vite chez soi. Le plus vite possible. Ouais. Et du coup, sur le plan de la physiologie, est-ce que tu as noté des différences? Est-ce que en tant que femme, c'est plus compliqué d'être là-haut? Comment se passe la vie dans les camps? En termes de santé, d'hygiène, etc., de capacité à affronter l'altitude, de résistance ou pas aux œdèmes, etc. Il n'y a pas de différence, à mon avis, physiologique. Il y a des femmes ou des hommes qui ont des prédispositions, de meilleures prédispositions que d'autres à l'acclimatation. Mais une fois qu'on est acclimaté, on est un petit peu comme son voisin, finalement. En revanche, pour les femmes, c'est qu'il est indispensable de mettre vraiment sa féminité de côté, dans le sens où pendant 2 mois, si on arrive à prendre 2 douches dans toute l'expédition, ça va être un maximum. C'est cet inconfort permanent qui est rude, qui donc convient de loin pas à tout le monde. Moi, quand j'arrive, je commence à craquer et que vraiment je me dis toujours que ça va s'arrêter. On n'est pas dans quelque chose de contraint. Donc ça, je pense que c'est essentiel pour garder l'objectif dans le champ de mire. Et puis, personne nous force à venir là. Donc il faut vraiment relativiser par rapport à ça. Un camp de base, tous les camps de base sont au-dessus de 5000 mètres. Donc même si on est acclimaté, même si par exemple le Pakistan c'est l'été où on a des amplitudes thermiques énormes, c'est rude quoi, c'est rude. Est-ce que toi, dans ton parcours de vie, dans tes choix aussi, d'aller pratiquer un alpinisme là-haut avec agence, avec un Sherpa, etc., de l'oxygène, est-ce que tu as ressenti des jugements ou des freins et quelle a été la façon dont cela a été perçu autour de toi, en tout cas au début de ton parcours? Des freins, non. Je pense que dès l'instant où tu dis ce que tu fais ce que tu dis, voilà, c'est clair pour tout le monde. Après, que ça ne plaise pas ou que ça ne convienne pas à certaines personnes, peu importe finalement. L'important c'est que... Alors en tant que femme, franchement, je pense pas que ce soit du tout une barrière. Au contraire, je pense que le fait de persévérer comme ça et finalement d'y arriver, c'est plutôt chouette. Et c'est plutôt bien perçu. Après, effectivement, le cliché qui revient régulièrement, Sherpa, corde fixe, oxygène, et très souvent, alors il y a peut-être une corporation qui est assez négative par principe, sans forcément connaître, c'est la presse. Et la presse spécialisée, d'autant plus.
Et je me souviens très bien une fois parler à un journaliste qui voulait me faire dire que vraiment c'était facile. J'ai dit mais allez-y, allez au pied du K2, allez au sommet du K2, redescendez du sommet du K2 en bonne santé avec vos 10 doigts, vos 10 orteils. Et puis après on reprend la conversation. Et tu as parlé donc de ton admiration pour Nives. Est-ce qu'il y a d'autres figures féminines ou masculines qui t'ont inspirée et qui t'ont fait rêver ? Alors oui, il y en a évidemment, mais c'est vrai que quand on me pose la question, je cite toujours Nives. C'est vrai, donc on est tombé juste. Mais complètement. Parce que après oui, Gerlinde évidemment, si on reste dans le même registre, elle a bataillé pour y arriver aussi évidemment, mais Gerlinde Kaltenbrunner qui a réussi aussi les 14-8000 sans oxygène, la première sans oxygène. Ouais. Mais j'aime son parcours parce que elle n'a pas. C'est finalement une histoire d'amour qui partage. Ils partagent la même. C'est un couple qui partage la même passion. Déjà, c'est rare. Et ils ont réussi tous les deux. Donc moi, c'est ça que je trouve. C'est ça qui est chouette dans leur histoire. C'est un happy end. Il y a un drame, il y a un cancer quand même qui vient là au milieu perturber tout ça. C'est 4 ans d'attente, de traitement, et il se remet et ils repartent ensemble. Moi, c'est ça que je retiens. Alors oui, ils ont réussi les 14, mais c'est plutôt toute cette complicité immense. C'est ça qui me plaît dans leur histoire. Alors, quand on a écrit le petit texte sur Nives, on lui a fait relire et on avait dit c'est le premier couple donc à réussir les 14-8000 et elle a voulu corriger. Et dire, c'est pas le mot couple qui est le plus important pour nous, c'est le mot cordée, plus que couple. Donc on était 2 à avoir réussi ensemble ce challenge des 14-8000. Donc je sais pas ce que tu en penses sur la distinction entre cordée et couple. Moi j'aime bien y rajouter cette dimension d'amour, parce que il y aurait pas ce lien fort entre les deux, évidemment qui peut être symbolisé par la cordée, elle aurait continué. Sans doute, oui. Oui. Donc c'est très inspirant pour ça. Ouais. Donc, leur lien d'intimité ensemble et de vouloir poursuivre ensemble est bien plus fort qu'une corde qui peut dénouer et renouer sur quelqu'un d'autre facilement. Écoute, merci beaucoup Sophie pour toutes ces réponses à nos questions. Mais merci à vous, à toi. Learn from altitude. Le prochain épisode poursuivra l'exploration de cette histoire de l'alpinisme au féminin en encordant Alison Hargreaves, alpiniste britannique décédée sur le K2 dans une violente tempête, et mère de Tom Ballard, également alpiniste renommé, et Isabelle Santoire, alpiniste guide de haute montagne et maman de 2 enfants. Produit par Mountain Path avec Simon et réalisé par Globule Radio. Scénario, Jessica Compois. Mixage, Kirstine Mackenzie. À découvrir, une histoire de l'alpinisme au féminin. Avec Stéphanie et Blaise Agresti, aux éditions Glénat. Learn from altitude. En partenariat avec Simon.